Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir Monsieur Guillaume Ngefa Atondo Kwandali. Excellence, c'est proscrit, Monsieur le ministre d'État. Vous êtes juriste congolais formé à l'Université de Kinshasa. Et pas seulement, vous avez fait la Columbia School of Law aux États-Unis d'Amérique. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, actuellement, vous êtes le fondateur de l'Azado. Je pense que l'Azado est, elle, bien plus connue que vous. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Et pour le reste, vous avez travaillé comme fonctionnaire international dans les systèmes des Nations Unies, spécifiquement pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous revenons de Genève. Et après Genève, vous étiez, et vous venez de revenir, de la province du Lualaba, où vous avez fait plus ou moins le tour des questions ou des sujets qui sont les vôtres. Ce soir, nous avons évidemment le privilège de vous recevoir pour la première fois dans le cadre de cet exercice de redevabilité. On aura l'occasion non pas seulement de faire le point de vos priorités en tant que ministre d'État, ministre de la Justice, mais nous pourrons revenir sur les éléments saillants, notamment dans le cadre du front judiciaire, parce que comme nous aimons à les dire ici, dans les cadres de notre stratégie pour mettre fin à cette agression dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons plusieurs fronts. Et le front judiciaire a un nouveau commandant second, pour ne pas dire, c'est lui qui va principalement seconder le président de la République et la première ministre dans les traitements de ces sujets. Et donc ce soir, nous aurons l'occasion de vous entendre pour la première fois sur ce que sont vos priorités qui s'inscrivent évidemment dans le cadre du programme du gouvernement et des lignes directrices tracées par le président de la République. Nous pourrons évidemment revenir sur quelques sujets d'actualité parce que les journalistes sont bien curieux et surtout, vous aurez l'occasion de nous dire quelques mots sur ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, vous-même comme un expert en droits de l'homme, mais aussi comme cette fois-ci ministre de la Justice, y compris des actions à envisager pour être sûr que ceux qui gouvernent par crime et qui tuent tous les jours répondent de leurs actes. Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Vous revenez fraîchement du Lualaba, vous étiez à Lubumbashi avant. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement en quoi consistait votre séjour avant que nous puissions plonger dans les priorités de votre action à la tête du ministère de la Justice? Merci, Monsieur le ministre de la Communication. C'est vrai que c'est la première fois que je m'adresse à nos compatriotes à travers la télévision nationale en tant que ministre d'État, ministre de la Justice. Permettez-moi d'abord de remercier le président de la République et le Premier ministre pour m'avoir fait la confiance de diriger l'un des secteurs le plus important, le plus délicat de la nation. Et comme vous le savez, on dit toujours que la justice élève la nation et c'est important qu'à travers ces mandats, nous puissions nous assurer que la justice est proche de la population. Donc, comme vous le savez, mon style va être celui d'être un ministre de la justice de la périphérie, qui doit faire en sorte que la justice soit proche de la population. Pour répondre assez rapidement à votre question, effectivement, après Genève, je suis allé directement dans la province du Haut-Katanga et Lualaba. L'objectif principal de cette mission, c'était justement de faire l'évaluation de la situation de l'administration de la justice dans ces territoires, mais aussi, étant donné les informations alarmantes sur les conditions de détention, et c'était important que je puisse moi-même toucher du doigt quelles sont effectivement les réalités. La réalité est que la situation de nos compatriotes qui sont en détention est très alarmante. Je donne juste un exemple. Dans la seule prison de Kassapa, qui a été construite depuis avant l'indépendance, qui héberge aujourd'hui plus de 2600, entre 2000 et 2700 détenus, on a prélevé 800 cas de tuberculose. Vous voyez, ça, ce sont des informations qu'on ne peut pas, à partir de Kinshasa, connaître.
Et il y a à peu près aussi 1800 et quelques d'autres détenus qui sont en train de recevoir le traitement préventif. Le seul cas de cette promiscuité, la promiscuité dans les lieux de détention aussi est un problème. Et je pense qu'il y a lieu de considérer que nous pourrions avoir un programme d'urgence pour nous assurer que les compatriotes, et ça je l'ai dit aussi aux détenus, que les compatriotes qui sont détenus ne puissent pas être considérés comme des personnes qu'on envoie au mouroir. Nous devons nous assurer que ces personnes-là sont réinsérées dans la société. Je me suis aussi rendu compte que dans nos lieux de détention, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes. En dehors des maladies, mais il y a aussi la promiscuité en termes de détention, parce que vous trouvez des enfants avec leur mère, les femmes et les hommes dans une promiscuité insupportable. Et ça nécessite que nous puissions avoir un programme d'urgence pour adresser cette question et penser à reconstruire les détenus. Un point positif à Lualaba, ça c'est un cas d'école que nous devons absolument suivre, c'est que la gouverneure de Lualaba essaie de contribuer à renforcer l'administration de la justice dans son territoire. Il y a un financement qui est fait, les primes. Le gouvernement prend en charge les primes des magistrats pour pallier, disons, au maigre salaire que les magistrats reçoivent. Et l'ironie du sort est que la prime que le gouverneur accorde est plus élevée que les salaires des magistrats, ce qui est assez incroyable. Si nous voulons avoir une justice qui est capable de contribuer effectivement à l'état de droit, nous devons absolument mettre des moyens pour les magistrats, des moyens pour ceux qui sont détenus et les personnels judiciaires. Et enfin, un autre phénomène que je dois aussi dire, c'est que le personnel judiciaire, dans les cas des Cassapa, où il y a à peu près 800 cas de tuberculose, ces personnes sont exposées non seulement à la sécurité physique, mais aussi exposées aux cas de maladie. Et quand je posais la question si ces personnels judiciaires avaient souscrit des assurances, il n'y avait pas d'assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes peuvent être tombées malades du fait de leur travail et l'État n'est pas capable de les prendre en charge. Donc, je vais m'arrêter un peu ici en ce qui concerne les questions de détention. C'est la première descente effective à l'intérieur pour percevoir justement, parce que c'est aussi la volonté du gouvernement d'être sûr que les conditions carcérales sont bien améliorées. Mais, Monsieur le ministre Edeta, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sommairement de comment vous comptez justement appuyer le président de la République et tous les acteurs au niveau notamment du gouvernement ou du Conseil supérieur de la magistrature pour guérir les secteurs de la justice? Bon, je ne suis pas un médecin pour faire un diagnostic, mais c'est le peuple qui fait un diagnostic de la perception que le peuple a de notre justice. La perception de notre justice, c'est que c'est une justice qui manque d'indépendance, une justice où il y a beaucoup de cas de corruption, où il y a un déficit d'infrastructures et aussi le nombre de magistrats et des mauvaises conditions carcérales, comme je viens de les décrire. Et tout ça fait que les conditions propices pour avoir une justice indépendante, crédible, restent à améliorer. Et moi, ma politique, qui s'inscrit dans la politique du gouvernement, parce que je n'ai pas une politique en matière de justice, j'applique la politique du gouvernement. D'abord, en termes de priorité, je crois que je dois d'abord lutter contre la corruption. La corruption, c'est vraiment une priorité numéro 1 en ce qui me concerne. Et pour lutter contre la corruption dans le secteur de la justice, je dois collaborer et travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature. Lors de ma première réunion avec le Conseil supérieur de la magistrature, j'ai soulevé la question de la corruption au sein de la magistrature. Et je me suis rendu compte
après les explications données par le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est qu'il y a une commission de discipline qui existe. Il y a déjà des sanctions qui avaient été prises, notamment la prise à partie, et qu'il y a quelques magistrats qui ont été condamnés, ainsi de suite. Et je pense que cela ne suffit pas parce que cette perception que la population, nos compatriotes, a de la justice doit s'améliorer. Donc il faut des sanctions. Et quand on parle de la corruption dans le secteur de la justice, ce n'est pas seulement le magistrat, c'est la chaîne judiciaire. Et quand je parle de la chaîne judiciaire, il s'agit des avocats, il s'agit du personnel, des greffiers, des secrétaires de parquet, des huissiers. Tous ces mondes-là font partie y compris les avocats. Et là, je crois que je dois le dire pour que les compatriotes le savent aussi, parce que c'est important que je puisse le dire. En matière de contentieux, vous savez, l'État est victime d'une mafia bien organisée. Vous voyez, les avocats qui représentent la République, parce que comme vous savez, s'arrangent avec les avocats des partis adverses pour faire condamner l'État à payer des sommes qui valent jusqu'à des millions de dollars. Et j'ai décidé, la première chose que je vais faire, c'est aussi mettre de l'ordre pour les avocats de la République. Le processus va être très transparent pour que les avocats de la République, ceux qui vont représenter la République, puissent venir des cabinets où il y a l'éthique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que les avocats qui vont représenter la République doivent avoir la compétence dans le domaine où ils vont représenter la République. Et enfin, bien sûr, puisqu'il s'agit aussi des cas de corruption, nous n'hésiterons pas à référer ces cas de corruption, de mauvaise conduite au barreau, parce que le barreau a des commissions de discipline, etc. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut le dire. La deuxième priorité pour nous, c'est le renforcement de l'état de droit, comme vous savez, contre les déserts judiciaires. Nous allons préparer, en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, une cartographie, n'est-ce pas, de besoins de la justice. Parce que, comme vous le savez, les premières juridictions qui ont été créées, y compris les prisons, c'était les prisons à l'époque où les provinces, c'était les anciennes provinces. Aujourd'hui, on a 26 provinces, donc du coup, lorsqu'on crée des nouvelles provinces, il n'y a pas d'infrastructure. Par exemple, en ce qui concerne les prisons des districts sont devenues aujourd'hui des prisons de province. Donc la capacité d'accueil ne correspond pas aujourd'hui aux nouvelles, etc. Troisième priorité, je l'ai dit, c'est l'amélioration des conditions de détention carcérale. Je ne reviens pas puisque, comme je l'ai dit, les situations étaient très inacceptables. Et bien sûr que cela demande à ce que nous puissions continuer les réformes. Et l'une des réformes les plus importantes pour nous, ça va être adopter des lois essentiellement de la lutte contre la corruption. Et la lutte contre la corruption va aussi faire en sorte que nous puissions améliorer le climat des affaires et bien sûr envisager la possibilité aussi pour que les sociétés minières, ça c'est un exemple aussi que j'aurais pu le dire, j'ai constaté par exemple au Katanga, disons au Katanga et à Lualaba, c'est que les sociétés minières commettaient des infractions environnementales. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Et donc, ça affecte les populations locales. Donc, ce n'est pas en conformité avec le code minier et aussi en violation de lois de la République. Et c'est important que les cahiers des charges de ces sociétés-là soient effectivement à respecter. J'ai eu l'opportunité de parcourir assez rapidement le rapport de la Cour de compte. Vous allez vous rendre compte que la majorité de ces sociétés, certains qui sont basés au Katanga, ne payent pas de redevances minières. Donc, l'État perd. Ou bien il paye, si elle paye partiellement. Et il n'y a pas de sanctions, parce que certains d'entre eux sont effectivement protégés. Donc, c'est important
que lorsque nous devons faciliter le renforcement d'un environnement propice aux affaires, il en est aussi une obligation pour les sociétés de se conformer à notre législation. Le réforme législation, c'est aussi la création du parquet financier. Je pense que ça va être une grande innovation. Ça a été fait avant que je ne vienne. Je trouve que ça, c'est un projet assez important pour le climat des affaires. Et puis, bien sûr, enfin, nous devons, en ce qui me concerne, moderniser l'administration de la justice. À cet égard, mes efforts vont être pour que nous puissions digitaliser les systèmes. Quand j'étais à Kolwezi, je suis allé visiter la cour d'appel. J'ai trouvé carrément dans un KGB le greffier pénal, le greffier civil, dans un petit local, et les dossiers judiciaires étaient par terre. C'était choquant pour moi. Et je posais la question, est-ce que vous avez un système, si par exemple il y a un incendie, comment vous allez protéger les dossiers de ces personnes? Et l'exemple le plus qui illustre un peu cette situation, c'est que nous avons aujourd'hui à Kassapa 62 détenus dont on ne connaît pas les statuts juridiques, pour la simple et bonne raison qu'en 2020, il y a eu incendie, donc incendie des dossiers, et donc il n'y avait pas, tout ça n'était pas digitalisé, donc par conséquent, les dossiers sont perdus. Ces cas de 62 personnes détenues demandent à ce que nous puissions assez rapidement prendre une décision pour clarifier leur statut. Pour le reste, je pense que je vais peut-être m'arrêter ici. Évidemment, et permettre à tout le monde de me poser les questions. Avant que nous puissions prendre les questions des professionnels des médias, vous êtes connu, c'est toute votre vie, défenseur des droits de l'homme. Je ne parle pas des droits humains, je parle des droits de l'homme. Peut-être que vous nous expliquerez la nuance. Alors, nous suivons tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. À Genève, on a eu l'occasion d'en parler en marge de la 60e assemblée, session ordinaire du Conseil des droits de l'homme. Quelles sont les actions urgentes envisagées? Parce qu'on a vu que ceux qui gouvernent par crime veulent s'amuser à être des bourreaux qui administrent la justice. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire globalement sur ces sujets avant que nous puissions répondre à des questions spécifiques de professionnels des médias? Vous savez que la justice congolaise est compétente pour connaître toutes les infractions, tous les crimes qui se commettent sur son territoire. Et dans ma mission, je ferai en sorte que les violations graves des droits de l'homme, du droit international humanitaire, qui sont les crimes au regard du droit pénal international, aussi de notre propre législation, sans égard aux personnes qui ont commis ces infractions, ils seront poursuivis. Je n'hésiterai pas un seul instant d'ouvrir, de donner des instructions pour qu'on ouvre des enquêtes pour toutes les personnes, y compris les troupes étrangères. Vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas été courageux, comme État, de poursuivre les crimes qui sont commis par les troupes rwandaises sur notre territoire. Ce que nous avons fait, c'est poursuivre les autres personnes, mais pas les troupes rwandaises. Donc, pour nous, la première chose va être que, le plus rapidement possible, que la justice ouvre des enquêtes sur les crimes qui ont été commis sur notre territoire. Je pense à ce qui s'est passé à Rutshuru, dont 140 de nos compatriotes ont été effectivement tués. Je pense aussi au massacre de Kishishe. Et ça ne peut pas rester impuni. Mais parce que vous parlez des troupes rwandaises, Monsieur le ministre d'État, est-ce que notre justice est compétente? Oui, nous avons la souveraineté de l'administration de la justice dans notre pays. Donc, nos cours et tribunaux sont compétents pour ouvrir les enquêtes. Mais ce que nous devons faire aussi, c'est donner des moyens à nos procureurs, à ce qu'ils puissent ouvrir des enquêtes, parce qu'il s'agit des enquêtes assez complexes.
qui nécessitent une certaine expertise, qui nécessitent aussi expertise dans la manière de collecter des informations, ainsi de suite. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, il est établi que des crimes graves ont été commis sur notre territoire, attestés par les différents rapports des instances internationales, y compris le récent rapport produit par le Fact-Finding Mission de la mission d'établissement de fait du Conseil des droits de l'homme. Et le rapport est clair. Les crimes ont été commis, la responsabilité du Rwanda et des troupes rwandaises a été établie. C'est sans équivoque. Et on va le poursuivre. Alors, on va commencer la série des questions avec Madame Joséphine Mawete et il sera suivi de Monsieur Pichu Mulumba. Monsieur le ministre, toujours en restant focus sur les priorités du ministère de la Justice, le média en ligne zonenews.net avait lancé, dès la prise de vos fonctions, un sondage sur les priorités. Je pense que vous êtes revenu déçu aussi en relevant la lutte contre la corruption comme étant vraiment les sujets au cœur de vos actions. Mais concrètement, vous êtes revenu déçu, mais quelle est la stratégie ou bien quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour lutter concrètement contre ce qui gangrène au fait de l'appareil judiciaire? Vous avez dit vous-même que c'est vraiment une chaîne, mais dans le concret, comment allez-vous aller à réaliser cela? Et la deuxième question, elle est aussi une question d'actualité, comme le ministre Mouya l'avait dit au début. Quelle est la position du gouvernement par rapport aux actes posés par l'AFCM 23, surtout en ce qui concerne la mise en place d'une justice parallèle à travers les recrutements des magistrats? Merci. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le ministre d'État. Ok, je crois que je l'ai déjà dit en ce qui concerne la stratégie. Notre rôle, c'est de conduire la politique gouvernementale dans le secteur de la justice. Donc, je ne suis pas le ministre des magistrats. Ça, c'est très clair. Deuxièmement, j'ai dit que nous travaillons avec d'autres structures, y compris le Conseil supérieur de la magistrature, qui a la commission des disciplines. Nous allons travailler avec les barreaux. J'ai eu une réunion avec le bâtonnier du barreau de Lualaba. Nous avons invoqué ces cas de corruption. Je pense que au sein du barreau, il y a la commission des disciplines qui est là, qui peut aussi effectivement sanctionner. Il y a d'autres structures étatiques qui collectent des informations en ce qui concerne la corruption. Donc ce qui est plus important, c'est que non pas seulement il y aura des sanctions disciplinaires, mais il y aura aussi des sanctions pénales. Et ça ne tardera pas, parce que les cas de corruption sont là. Les rapports des IGF et d'autres rapports d'autres structures qui luttent contre la corruption sont là. Et si c'est avéré, on va demander à la justice d'ouvrir des enquêtes. Et je me réjouis pour la première fois de voir que pour un cas de corruption, l'État a pu récupérer de l'argent. Ça, c'est important puisque le premier cas, on a jugé et l'État n'a jamais récupéré. Vous ne pouvez pas déposséder l'État de ses moyens et que vous n'arrivez pas à retourner cet argent-là dans la caisse de l'État. Et notre stratégie va être aussi, c'est que, non pas seulement qu'on juge les gens, mais une fois qu'ils sont condamnés parce qu'ils ont pris les deniers publics, ces deniers publics devront retourner dans la caisse de l'État. Et si nous sommes informés de cas de dénonciation, nous allons donner des injonctions au procureur pour qu'il puisse ouvrir les enquêtes. Votre deuxième question, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple, je l'ai déjà dit, c'est que la responsabilité de l'administration de la justice dans un pays revient au pays. Il y a même des jurisprudences qui le reconnaissent. Si je veux, je peux me référer
aux décisions de la Cour internationale de justice, qui a reconnu que les actes posés par les groupes rebelles dans un territoire sont de nuls et de nuls faits, puisque ce n'est pas posé par l'État. Et donc, la nomination des magistrats revient à l'État. Et je ne vois pas pourquoi on peut polémiquer, même sur cette question de M23 qui nomme des magistrats, ainsi de suite. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui fait cela, et je ne vois pas qu'ils ont cette compétence. Donc pour moi, c'est même un non-débat. Mais cependant, dans le cadre du gouvernement, le gouvernement va prendre une ordonnance déclarant nul et de nuls effets et tous les actes judiciaires, administratifs et autres posés par ces groupes en violation de la Constitution. Et nous avons déjà aussi, je crois que si ma mémoire ne trahit pas, parce que je viens d'arriver, dans le cadre foncier, il y a eu déjà une ordonnance qui déclarait nul et de nul effet les actes qui ont été posés pour attribuer des concessions de façon illégale à des groupes. Nous allons nous assurer que cela est fait. Ça, c'est important puisque, vous savez, dans la situation où nous sommes, ils veulent poser des actes apparemment légaux et légitimes pour se couvrir de leurs crimes. Donc, c'est important pour nous de leur rappeler que tous ces actes qu'ils vont commettre, qu'ils vont poser, sont nuls et de nuls faits. Et bon, les instances appropriées pourront prendre des sanctions pour ces magistrats qui vont commencer à travailler. Vous savez, même pour être nommé magistrat, il y a des critères. On ne peut pas nommer un magistrat qui a plus de 62 ans. Je crois que vous le savez. Et j'ai entendu qu'il y avait même des personnes âgées qu'on nomme. Et pour être nommé magistrat, il faut avoir un cursus académique qui a été accepté, validé par l'État. Et les gens qui vont être là, ils vont dire quel droit, en fait. Et la situation dans ce genre et ce n'est pas le cas puisqu'il y a quelqu'un qui m'a interpellé en disant que, on l'a vu dans les cas de la Côte d'Ivoire, c'était différent. Mais c'est différent puisque dans les cas de la Côte d'Ivoire, la rébellion n'avait pas décapité l'appareil judiciaire. Donc, l'appareil judiciaire était là. La composition était pratiquement régulière. Et donc, à la fin du conflit, les actes étaient posés parce que c'était le fait du prince, a été accepté. Mais ici, on a décapité notre administration de la justice. Donc, il n'y a pas de juge. Donc, maintenant, ils vont nommer de façon illégale des juges. Et en ce moment-là, tous ces actes qu'ils vont poser sont des actes nuls faits. C'est simple. C'est évident que ce qu'ils essayent de faire viole même le prescrit de la déclaration de principe qui se fonde notamment sur le respect de la Constitution. Je ne voudrais pas aller plus loin, charte de l'Union africaine ou charte des Nations unies. C'est un groupe qui est appelé à disparaître. Et vous ne pouvez pas, et c'est ce que nous observons, et c'est pour ça qu'au niveau du gouvernement, la ligne, elle est claire là-dessus. Ils ne peuvent pas se permettre de fixer des taux de paiement de Minerval. On a eu le briefing avec la ministre d'État, ministre de l'Éducation. Ils ne peuvent pas penser qu'ils peuvent recruter des magistrats. Comment ils les feront? Sur quelle base? Comment ils rendront justice? Comment seront-ils payés? Mais tout ce que vous voyez en réalité, ce sont des gesticulations qui dévoilent les vraies intentions du Rwanda et de sa brigade avancée. L'idée, c'est en fait de vouloir créer un état de fait et mettre tout le monde devant un fait accompli. Non pas seulement qui briment nos populations, non seulement qui briment les populations, mais ils veulent eux-mêmes se faire justice alors que c'est eux le bourreau. Et ce qui est évident, c'est que comme le ministre d'État, le ministre de la Justice l'a dit, le gouvernement prendra toutes les actions qu'il faut prendre pour qu'aucun des actes qui posent ne produisent des effets et que tous les actes qui s'hasardent à poser actuellement puissent être annulés les moments venus. Et nous sommes au courant de tout. Pichu Mulumba pour vos questions. Et puis ce sera Marlon Kacham.
Monsieur le ministre, parmi vos priorités, vous avez épinglé l'amélioration des conditions carcérales et l'on note qu'il s'agit là de la politique gouvernementale. Alors, quasiment 10 mois après les États généraux de la justice qui avaient préconisé des transformations profondes, pourriez-vous faire le point sur la mise en œuvre concrète des recommandations, en particulier en ce qui concerne la construction et l'amélioration des infrastructures pénitentiaires, à la lumière du constat alarmant relatif aux conditions carcérales dans les Hauts-Katanga où vous avez été? Et puis une question liée au droit congolais, et cela tient à votre casquette de juriste. La pratique des primes d'arrestation ou de la mise à prix de personnes recherchées par les autorités judiciaires est-elle expressément consacrée par la loi? Je termine par votre mission à Genève, où vous avez porté le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide congolais. Quelle portée concrète a eu cette démarche sur la scène internationale et quelles sont les prochaines étapes diplomatiques pour transformer ces plaidoyers en résultats tangibles? Voilà, Monsieur le ministre d'État. Je vais commencer d'abord par votre question relative aux États généraux, aux conclusions des États généraux. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs États généraux dans notre pays, dont le dernier, le rapport, doit être encore finalisé, puisque certains acteurs ont pu contester certaines recommandations, la façon dont le rapport a été effectivement rédigé. Une fois que cela va être finalisé, il y a de bonnes recommandations et nous ne manquerons pas de les appliquer parce qu'il s'agit de la continuité effectivement de l'État. En ce qui concerne la construction de lieux de détention, puisque la majorité des lieux de détention ont été construits avant l'indépendance, 48, 52, 59. Conçu pour abriter quelques individus, quelques détenus. Aujourd'hui, ça abrite des centaines de nos compatriotes dans des situations très inhumaines. Il y a un programme de construction, effectivement, de prisons. Une mission du secrétariat général du ministère avait fait un travail de l'évaluation de besoins et de construction, et ça existe. Donc il y a les priorités. Et il y a eu déjà des soumissions, ça a été approuvé là, par exemple dans la ville de Kinshasa, je pense qu'il y a un projet de la construction d'une prison à Maluku. Il y a pour l'établissement de jeunes en conflit à Mbeseke-Fouti, et puis il y a encore une autre prison qui doit être construite vers la cité ex-Mama Mobutu, etc. J'ai eu connaissance de ces projets. Je pense que, comme ce sont des projets qui ne posent pas problème, puisque la procédure a été régulière, nous allons essayer maintenant de pousser pour qu'on puisse assez rapidement commencer la construction. En ce qui concerne la prison de Makala, il y a une possibilité. Nous avons acquis, pas moi, nous avons acquis comme ministère un grand terrain à Maluku avec 100 hectares où on peut effectivement construire les prisons pour les femmes, pour mineurs et aussi les prisons générales, etc. Et je pense que ça a été budgétisé dans cette année pour le budget 2025-2026. Bon, une fois que nous recevons ce budget, je pense que la construction de la prison pourrait effectivement commencer. En ce qui concerne ce que vous voulez, les rançons, j'aimerais être très clair ici. Je ne me rappelle pas, puisque avant j'étais aussi avocat, je ne me rappelle pas dans notre législation une jurisprudence qui démontre que ni le code pénal, ni le code de procédure pénale, encore moins le code militaire, n'a donné la possibilité à notre État de demander des primes à la recherche d'une personne, etc. C'est illégal. Et donc, vous savez qu'un ministre ne peut poser des actes qui engagent l'État légalement seulement en vertu de la loi financière et budgétaire. Et je ne me rappelle pas que dans notre budget, il y a eu une rubrique dédiée à lancer les appels de rançon pour les individus. Donc ça, je pense que c'est plutôt une affaire personnelle qui n'engage pas le gouvernement.
parce que c'est illégal, ce n'est pas prévu par la loi. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci Monsieur le ministre d'État. On va prendre la question de Monsieur Marlon Kachamou et puis ce sera Monsieur Célestin Zuela. Bonsoir Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de la Justice, vous venez nouvellement d'être installé. Sur votre table, vous avez trouvé des dossiers. Alors, il y a certains dossiers qui ne sont pas encore digérés. Et j'aimerais ici parler d'un cas particulier. Il s'agit de quelqu'un qui est en train de trimer encore jusqu'aujourd'hui au niveau de la prison centrale de Makala. Je parle de Jacques Ndala. Vous êtes ministre de la Justice. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Si oui, qu'est-ce que la justice peut faire aujourd'hui pour que ces citoyens puissent bénéficier de la clémence de la justice? Ça, c'est un. Monsieur le ministre de la Communication et Médias, au-delà d'être activiste, politicien, politique, président d'un parti politique, Jacques Ndala fut aussi chroniqueur. Il a exercé ces métiers que nous aimons tant, le journalisme. Quels sont les mécanismes ou encore quelles sont les actions que vous, en tant qu'ancien collègue de Jacques Ndala, vous préconisez pour que ces messieurs soient aussi soutenus et qu'ils bénéficient aussi un peu vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Merci beaucoup. Bon, écoutez, je crois que nous avons le privilège d'avoir le ministre d'État, ministre de la Justice, qui pourra évidemment dire quelques mots là-dessus de manière plus précise. Mais lorsque nous avons personnellement vu les alertes sur les réseaux sociaux, nous en avons parlé. Nous étions à Genève et je pense que le ministre a demandé non pas seulement le renseignement qu'il fallait, mais je crois qu'il y a des actions qui ont été entreprises dans le cadre de la prise en charge que son État requiert. Je vais laisser le ministre d'État donner davantage d'éléments à ses propos. Et peut-être que je pourrais revenir avec un commentaire si Monsieur le ministre d'État. Oui, je pense que vous avez déjà donné la bonne réponse. Effectivement, nous avons été alertés par les réseaux sociaux. Et la première action que j'avais prise, c'est de demander à mon cabinet d'avoir l'information requise et de s'assurer que le détenu Ndala a accès aux soins de santé. Et ça, c'était important. Il a été pris en charge au niveau de l'hôpital. Et je n'aimerais pas ici vous dévoiler son rapport médical. Il y a un sceau de confidentialité. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été pris en charge. S'agissant de sa situation, puisque le compatriote Ndala sa réclamation, ses revendications, c'est d'être libéré. Et ici, nous sommes en matière pénale. Il a été condamné. Et il demande une libération conditionnelle. Et pour être libéré conditionnellement, il faut remplir les critères. Au moins avoir passé 2/3 de votre peine. Ce qui n'était pas le cas pour monsieur Ndala. Il a été condamné à, je crois, 33 mois. Et donc, les critères, puisque vous savez que pour la libération conditionnelle, c'est la responsabilité du ministre de la Justice. Donc, c'est fait par le parquet, etc. Mais on doit aussi s'assurer que les personnes à libérer sont celles qui doivent être libérées et qui remplissent les critères. Ici, j'aimerais vous dire une chose, que s'il y a eu d'autres dossiers qui ont été retardés, dans d'autres régions par exemple, c'est parce que, c'est toujours dans le cadre de la corruption, les familles payent des gens pour qu'on insère les noms de personnes qui ne remplissent pas les critères sur la liste de personnes à bénéficier de la libération conditionnelle. J'ai demandé à ce que la liste soit retournée, qu'on enlève ces personnes, qu'on traite nos compatriotes de façon égalitaire. Ça, c'est la loi, malheureusement, ainsi de suite. S'agissant de sa condition humanitaire, il a été pris en charge. Aujourd'hui, il est retourné à la prison de Makala. Le médecin le suit et on nous dresse régulièrement un rapport sur ses conditions. C'est tout ce que je peux éventuellement vous dire. Mais s'il remplit les critères, je n'hésiterai pas à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. Voilà, merci beaucoup.
On va prendre les questions de M. Célestin Zuela et puis ce sera M. Eric Izami. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. C'est Célestin Zuela pour le compte des communes.cd. Nous voulons savoir, jusqu'aujourd'hui, Goma est sous l'autorité du M23. Nos compatriotes qui y sont continuent à souffrir. Les pourparlers traînent encore. Qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo de prendre des décisions qui pourront éradiquer ces groupes terroristes afin de redonner sourire à nos compatriotes qui vivent à Goma? Mais je crois que sur cette question, on a commencé par le dire tout à l'heure lorsqu'on rappelait les fronts. La problématique est connue, mais la problématique, depuis le début, nous donnons la réponse sur 5 fronts. Le front militaire, le front diplomatique, le front judiciaire, le front économique, le front médiatique. La préoccupation, la question actuellement est traitée au niveau du front diplomatique principalement. La diplomatie comme la justice, par ailleurs, a son temps. Et que, malheureusement, plus ça traîne, dans le cas de ce que nous voyons dans les partis sous occupation, plus la souffrance s'agrandit pour nos compatriotes. Mais c'est pourquoi, régulièrement d'ailleurs, chaque fois que nous nous réunissons en Conseil de ministres, nous commençons par traiter prioritairement ces sujets. Donc, au-delà de ce que nous faisons autour de la médiation, nous connaissons les intentions. Ce n'est pas pour rien que le ministre d'État, ministre de la Justice, a dit tout à l'heure que tous les actes, une ordonnance sera prise pour annuler tous les actes, parce que l'idée, pour beaucoup, dans ce qui apparaît, ce n'est même pas forcément de respecter ce qui est prévu, parce que si on doit rester sur le prescrit de l'accord de principe de Doha, il y a beaucoup d'actes qui ne seront pas posés. Et dans le cadre justement de cet accord de principe de Doha, il y a une évolution. Cette semaine, je pense qu'on a fini les discussions sur le mécanisme des libérations des prisonniers, qui était l'un des points dans les mesures de confiance. Je crois que le rapport a été rendu à la médiation et nous vous reviendrons pour vous faire le point de l'évolution, parce que sur le point, le plan diplomatique, il faut apporter une réponse. Mais nous savons qu'il y a des urgences de tout type, des urgences sanitaires, des urgences humanitaires, et à travers d'autres structures, notamment au niveau du ministère de la Santé, il y a une connexion qui fait que nous sommes régulièrement en mesure d'intervenir. Alors, la grosse question, c'est la question de l'économie qui fonctionne là-bas, parce que malheureusement, sous sanction, et ils ont des intentions quotidiennes, des vols et des pillages. C'est ça l'action principale, y compris sur le dos de parents à travers cette question de la gratuité. Nous connaissons toutes ces questions et au niveau du gouvernement, une réponse appropriée est apportée pour chacune des questions, dont certaines, je ne pourrais pas les aborder ici. Mais il faut considérer que pour nous, chaque jour est un jour de plus entre les mains de ceux qui n'ont pour morale que des tueries. Monsieur le ministre de la Justice, il y avait une question pour vous. Il y avait une question sur le contentieux RDC Apple. Je viens d'arriver, ça il faut le reconnaître, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a maintenant de pourparlers entre la RDC et Apple. Comment arriver effectivement à adresser cette question. Maintenant que ce dossier fait l'objet de négociations, je pense qu'à ce stade, je suis obligé de ne pas disclose ce qui est en train d'être fait. Voilà. De toute évidence, dans les cadres justement de cette question, la problématique principale dans nos mines, c'est le pillage et l'exploitation illicite. Dans le cadre de l'accord de Washington, pour lequel il y a déjà eu des réunions qui ont permis notamment d'avoir une déclaration de principe sur comment on va créer le cadre d'intégration économique régionale, la priorité, c'est de mettre fin à tous ces circuits de trafic illicite. Et donc, l'action qui a été entamée contre Apple s'inscrit dans ces cadres. Évidemment, nous avons des équipes, une équipe dédiée, une équipe de la Task Force qui est dédiée et qui travaille quotidiennement sur comment la question évolue. Mais ici, globalement, il faut comprendre que dans notre stratégie, il faut couper tous les circuits de fraude, des trafics illicites qui entourent toute cette guerre, parce que c'est cela la vraie raison, au-delà de prétextes mensongers quotidiens, des discours de haine, des questions de réfugiés ou des présents des FDLR, la vraie question est celle-là. Et pour tacler cette question, pour gérer cette question, nous avons pris des mécanismes, notamment au niveau du front judiciaire. Donc, de ce point de vue-là, il ne devrait pas y avoir des inquiétudes. Et les moments venus, nous pourrons, comme nous l'avons déjà fait plus d'une fois,
revenir, y compris avec nos avocats qui sont sur le front line à travers nos initiatives pour vous faire le point de différents sujets. On va prendre la question de M. Éric Izan. Merci de la parole, Excellence, Monsieur le Ministre. D'abord au ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Vous revenez de Genève, en Suisse, avec votre collègue également, où vous menez quand même une plaidoirie pour qu'à l'échelle internationale, on puisse quand même attester qu'il y a génocide en République démocratique du Congo. D'ailleurs, alors, mais nous voulons voir les retombées de ce qu'a été votre action, notamment sur la scène internationale. Je parle de l'Europe, de là où vous revenez. Et puis, deuxièmement, vous avez dit tantôt, Monsieur le ministre d'État, que vous, votre style, ça sera le style d'aller vers la proximité, etc. Alors, en même temps, il y a des affaires partout. Vous êtes juriste. Comment vous faites à court, moyen et long terme pour atteindre tous les territoires nationaux par rapport à cette proximité-là? Vous allez vous y prendre comment pour que celui qui vit au niveau de Kasongolunda, au niveau de Kwango puisse être atteint, celui qui est au niveau de Sakanya, au Katanga puisse être atteint, celui qui est à Faradje, celui qui est à Bondo et tout ça. Je voudrais avoir une idée. Au ministre Mouyaya, nous allons aller vers les réseaux sociaux. On a vu des images de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui montrait un certain nombre de milliers de commandos disant qu'ils ont l'objectif de pouvoir venir jusqu'à prendre le pouvoir ici à Kinshasa. La question, c'est de savoir, ils avaient eux aussi ratifié aux prémices qui devaient nous conduire jusqu'à l'accord de Doha. Entre-temps, si jamais on n'arrivait pas à obtenir Doha comme nous le souhaitons pour la paix, nous, Kinshasa, qu'est-ce que nous faisons? Parce que lui, il montre déjà des commandos. Voilà. Bon, écoutez, de toute façon, il ne faut pas vous fier à toute cette campagne que vous voyez. Je ne voudrais même pas rentrer dans le détail parce que nous tous, nous savons que c'est la brigade avancée de l'armée rwandaise. Et dans ce que j'ai vu, il y a sûrement des enfants, des conscrits, de prisonniers, et tout ce qui ne devrait normalement pas figurer sur ces montages grossiers. Vous savez que nous, on n'a pas de coutume de commenter ce qu'ils font. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes engagés dans un processus de médiation, et nous avons, par exemple, déjà eu plusieurs réunions dans le cadre de mécanismes de supervision avec notamment américains, qataris et togolais, et tous les actes qui violent l'esprit, que ce soit de la déclaration de principe de Doha ou de l'accord de Washington, sont rapportés. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, la question est traitée sur plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique qui est le front qui apparaît, mais sur d'autres fronts, il y a évidemment un travail qui s'est fait pour lequel on ne pourra peut-être pas revenir sur de commentaires ici. Le ministre de la Justice vous a donné un aperçu déjà, parce qu'il a dit qu'on va poursuivre, parce que nous connaissons, nous avons les noms de tous ceux qui sont aux commandes de toutes ces opérations. On a parlé des 140 morts, mais 140 morts, c'était spécifié par Human Rights Watch, parce que ça concernait un ciblage ethnique. Ça va peut-être faire le pont à la réponse que le Minita va donner tout à l'heure, parce qu'à Genève, on a aussi parlé des génocides. Et donc, pour vous dire qu'il n'y a aucun acte qui pose que nous ne connaissons pas. Et donc, maintenant, le principe, c'est de rapporter tous les cas des dérapages à la médiation, pour autant que nous avons tous choisi de donner une chance. Et je crois que plus les jours passent, plus ils dévoilent leurs véritables intentions. Et c'est pour ça qu'il est important que tous les Congolais, partout au Congo où nous nous trouvons, que nous comprenions et que nous disions non. Lorsque déjà on pense qu'on peut remettre en cause un acquis durement obtenu en termes de coûts pour la gratuité, vous avez déjà une idée de l'intention. Lorsque la moindre contestation, j'ai encore lu ce matin qu'un motard a été tué parce que soupçonné, et donc tout ce que vous avez vu dans le show qui a été fait, c'est des personnes qui les sont forcément à contre-cœur. Parce que personne, un Congolais qui aime sa patrie, ne peut s'allier avec ceux qui n'ont pour seul dessein que de tuer, d'intimider. Nous parlons quotidiennement à nos compatriotes qui sont dans les partis sous occupation. C'est l'horreur qui est vécue quotidiennement. Et donc, vous pouvez être sûr que nous, à notre niveau, au niveau du front qui est les nôtres, nous allons nous assurer de faire la part qui est la nôtre. Et cette part, c'est aussi la mobilisation de tout le monde. D'abord, pour montrer à nos populations qui sont là-bas, qui ne sont pas seules, que nous sommes solidaires et qu'à chaque coup, nous allons travailler avec eux pour être sûrs que leur quotidien, d'abord, connaît des évolutions, là où nous pouvons intervenir directement, mais pour les autres questions, à travers les mécanismes mis en place
par la médiation, nous assurer que nous puissions atteindre nos objectifs. Monsieur le ministre de la Justice, je crois qu'il y a une soif pour la suite de ce que nous avons commencé à Genève, notamment en marge de la session ordinaire du Haut Conseil des droits de l'homme. La question du génocide, elle soulève beaucoup de réactions de l'autre côté. Je ne voudrais pas le relayer ici parce que c'est totalement indécent. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus, parce que c'est votre expertise aussi des secteurs de droits de l'homme? Oui, je pense que tout a été dit à Genève et tout ce que nous avons fait a été transmis, disons, à la radio et à la télévision nationale. Mais cependant, j'aimerais d'abord souligner fortement qu'il n'appartient pas à un pays agresseur qui a commis des crimes chez nous, dont certains peuvent être apparentés aux crimes de génocide, de nous empêcher comme État à faire notre plaidoyer pour que notre situation soit reconnue. Ça c'est très très clair. Ce n'est pas l'apanage d'un État de dire que vous ne pouvez pas utiliser les termes de génocide. Mais ce qui est clair, c'est que depuis 30 ans, et je parle aussi en connaissance de cause parce que l'une des raisons de mon exil à l'époque de l'Azado, c'était que l'Azado avait produit un rapport qui démontrait clairement les ciblages des Hutus qui avaient été tués. Et on a fait ces rapports. Et quand on a fait ces rapports en 1996, ces rapports donnaient clairement des indications sur les actes qui peuvent être apparentés aux actes génocidaires. Et cela a continué. On a eu les massacres de Tingiting, etc. Et lorsqu'à cette époque, nous avons fait la géographie des crimes, et c'était exactement là où les réfugiés Hutus étaient en train d'aller. Voyez. Et depuis 30 ans, cela est allé au-delà des Hutus. Ça ciblait aussi d'autres communautés congolaises sur fond de l'exploitation illégale des ressources naturelles de notre pays. Pendant longtemps, le pays était notre message comme nation sur ces crimes graves, les crimes contre l'humanité et aussi les actes apparentés au génocide. Notre message était illisible. On ne voulait pas nous entendre non plus. On ne voulait pas lire ce que nous voyons. Et maintenant, tous les rapports. Et vous savez qu'en ce qui concerne notre pays, nous sommes sous chapitre 7, où le Conseil de sécurité a décidé de déployer depuis plus de 20 ans une mission des Nations Unies, ici, qui documente systématiquement des cas. Il y a eu plusieurs missions d'enquête, les fact-finding missions, qui ont été déployées ici. Et tous les rapports des organisations non gouvernementales, y compris des Nations Unies, donnent clairement qu'il y a des actes qui peuvent être apparentés au génocide. Et nous devons prendre en main notre responsabilité, c'est de sensibiliser l'opinion internationale, puisque la reconnaissance du génocide, c'est aussi un acte politique et diplomatique. Vous savez, en 1994, lorsque la question du génocide rwandais était posée, il a fallu beaucoup de temps. Et c'est le professeur Denis Segui, qui était le rapporteur spécial des Nations Unies, qui, pour la première fois, c'est à partir du rapport du professeur Denis Segui, qui était l'expert indépendant sur la situation au Rwanda, qu'on a reconnu le Rwanda. Et enfin, le récent rapport sur Gaza, qui a été présenté au Conseil des droits de l'homme. Si vous comparez ce qui s'est passé là-bas, on dit clairement que ces rapports-là, la commission qui a été dirigée par l'ancienne haut-commissaire aux droits de l'homme, Mme Navi Peli, a conclu qu'il y avait des actes de génocide qui étaient commis là-bas. Donc, il appartient à nous de prendre toujours notre bâton de pèlerin, convaincre les États pour que notre génocide, sur fond de l'exploitation des ressources naturelles de notre pays, soit effectivement reconnue. Les prochaines étapes, pour nous, c'est le front politique, le front diplomatique et le front judiciaire. Et je pense que c'est ça qui va être fait. Je ne vais pas dévoiler en ce qui concerne la justice,
mais vous verrez qu'il y aura des actions bientôt qui vont être prises pour qu'on puisse interpréter juridiquement, sur base des instruments juridiques internationaux, que ce qui se passe chez nous, ce sont des actes qui peuvent être apparentés au génocide. Il reviendra encore qu'après, c'est la justice internationale ou nationale qui va prendre ses responsabilités pour juger les auteurs. Je pense que nous sommes dans la bonne voie. Ceux qui veulent empêcher le pays de s'exprimer, je pense que c'est trompent. C'est notre responsabilité de protéger nos populations et de s'assurer que des crimes graves qui se commettent dans notre pays ont une réponse pas seulement politique, judiciaire. C'est aussi, on doit faire attention, puisque même dans le cadre des Doha, bien sûr, on va faire l'échange, la liste des détenus, mais nous allons nous assurer qu'on applique les critères d'exclusion, c'est-à-dire les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes graves selon les lois internationales ne puissent pas faire l'objet d'un marchandage politique. Et ça, c'est clair, ça fait partie de la doctrine. Et ça, c'est aussi notre rôle de conseiller en tant que conseiller juridique de l'État, de s'assurer qu'on ne change pas dans les négociations. Il y a toujours des critères d'exclusion et ces critères d'exclusion doivent être absolument appliqués. S'agissant de la proximité, c'est important. J'ai quitté Genève jeudi, je suis arrivé, samedi je suis parti à Lubumbashi, Kipushi, Likasi, Buluo et Kolwezi. Et ça, c'est un bel exercice. Cela m'a permis, par exemple, de savoir qu'à Kassanji, depuis 18 mois, le tribunal de peine ne se réunit pas, puisque la composition régulière ne peut pas être assurée, puisqu'il n'y a pas de juge. Depuis 18 mois. Et vous savez que dans cette région, il y a une montée de la criminalité. Et si la justice ne se réunit pas, ça veut dire qu'il y a la vendetta. Vous voyez, c'est ce genre de missions de proximité, qui nous permet de faire l'évaluation et de connaître effectivement le besoin en matière de justice. Donc, moi, je serai le ministre des proximités et de la périphérie. Voilà, on va, sûrement il sera à 20h bientôt, laissera le journal commencer. On va prendre la dernière série de questions avec Blaise Shindani, Fabrice Lukamba et Pascal Moulegua. Une question, s'il vous plaît, comme ça nous permet de terminer cet exercice de redevabilité. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Monsieur le ministre d'État, votre prédécesseur, Constant Moutamba, a récemment été condamné à 3 ans de travaux forcés et il serait assigné à résidence. Va-t-il rester dans cette situation ou comptez-vous l'envoyer en prison pour purger sa peine? Voilà. Allez-y, s'il vous plaît, monsieur le ministre d'État. On prend les questions en série, on y répondra en une. Excellence, vous vous définissez comme ministre des proximités et votre prédécesseur, Constant Moutamba, avait affirmé la détermination de combattre la criminalité urbaine, notamment les phénomènes Kuluna à travers les pays. Et il avait annoncé à ces sujets un certain nombre d'actions. Est-ce que vous comptez poursuivre sur cette même lancée ou vous avez vos propres méthodes? Merci. On va terminer avec la question de Pascal Moulegua. Monsieur Anguefa, puisque vous dites que vous serez le ministre de la proximité, dans votre secteur, depuis le mois de mars, le président de la République a nommé 2500 magistrats qui galèrent depuis 6 mois. Ils n'ont pas été notifiés, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été déployés, alors que dans les 145 territoires, il y a des tribunaux de paix quasiment obsolètes parce qu'il y a cette carence des magistrats. Sans oublier qu'avant le mois de mars, il venait déjà de passer 1 an de galère à Kinshasa parce qu'il invité ici par le Conseil de la magistrature. Ma question est de savoir quand seront-ils payés et qui bloque leur paiement. Vous parliez des avocats de la République, monsieur le ministre. C'est une mine d'or. Des millions de dollars qui sont payés aux avocats sur des affaires peu médiatisées ou soit médiatisées. Dernier en date, le procès Kabila, 2 400 000 $ seront payés à 4 à 5 avocats.
Déjà, dites-nous, vous avez déjà payé ces 2 400 000 $ ou allez-vous réellement payer ces 2 400 000 $? Merci. Voilà, merci pour... Monsieur le ministre d'État, c'était la dernière série. Question. OK. Merci. Je vais commencer par la dernière question, en ce qui concerne les avocats de la République. Je dis clairement que je vais lutter contre la corruption. Quand je suis arrivé, j'ai pris fonction, je trouvais que les avocats de la République, c'était un secteur où il y avait beaucoup de cas de corruption. Donc on va mettre de l'ordre on va choisir des avocats qui vont représenter la République, qui ne vont pas être des connivences avec les partis adverses pour faire condamner la République à payer des millions. Ça, pour moi, ça c'est très clair. C'est très clair. Et d'ailleurs, je peux vous dire, je refusais de signer de documents pour payer certains avocats dont je ne voyais même pas, il n'y avait pas de rapport d'audience et je ne voyais pas pourquoi on doit le payer. Il faut faire une évaluation. Donc on va faire certainement une évaluation. Parce que si nous voulons aider le président de la République, si nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il faut que nous puissions avoir des règles de transparence. Ça c'est clair pour moi. S'agissant de paiement, bon, ça a été fait avant moi, mais je n'ai pas vraiment l'information sur cette question puisque les avocats ont été désignés avant. Mais je vais essayer de le voir. S'agissant des magistrats, oui, il faut reconnaître que ça c'est positif. Le fait qu'on a nommé plus de 2500 magistrats pour durer. Maintenant, c'est l'opérationnalisation de cette nomination qui pose problème. Il faut créer des conditions, des moyens. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, certaines juridictions étaient des juridictions des tribunaux de paix. Maintenant, ils doivent être érigés en cour d'appel. Et donc, ça demande, il faut qu'il y ait des bâtiments, il faut qu'il y ait des moyens, etc. Donc, mon rôle aussi, durant ma mission, j'ai pu discuter avec les autorités des lois là-bas, par exemple pour la cour d'appel, pour qu'on puisse effectivement donner un autre bâtiment en attendant que le nouveau bâtiment qui est entré en construction pour la cour puisse effectivement terminer. En ce qui concerne le besoin réel pour que la justice soit une justice de proximité, il faut au moins 10 000 magistrats. Vous voyez? Donc ça demande à ce que nous puissions avoir un budget spécial. Vous voyez? Un budget spécial. En dehors de ça, il y a la question de la sécurité. Tu vois? Donc le moyen propice pour déployer les magistrats, pour qu'ils soient dans les conditions pour dire le droit, ça c'est une question. Et je suis en train de m'y pencher, parce que c'est moi qui conduis la politique gouvernementale en matière de justice, et de concert avec le Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est aussi des responsabilités, pour que nous puissions voir comment progressivement on peut adresser cela. Et il sera difficile, dans l'état actuel, par manque de moyens, de déployer 2500 immédiatement, etc. En matière de formation, c'est une priorité pour nous aussi. On ne peut pas déployer des magistrats qui sortent d'université seulement avec des connaissances théoriques. Vous voyez, il faut de formation. Et je pense qu'avec l'Institut de formation judiciaire, nous allons nous assurer qu'il y aura des formations bien déterminées, ainsi de suite. Même des formations spécialisées. Je vous ai dit que, par exemple, au Katanga et à Lualaba, les juges et les avocats n'ont pas de formation appropriée pour traiter certains crimes. Donc il faut des formations. Donc la formation va être priorité pour nous. La dernière question, je crois que peut-être j'ai oublié, c'était quelle question? Ou bien j'ai répondu à toutes les questions? En tout cas, quand seront-ils payés les 2500 magistrats, sachant qu'ils étaient budgétisés pour cette année et qu'ils ont été nommés par ordonnance présidentielle? Je pourrais vous répondre à la prochaine session. Je vais me référer au Conseil supérieur de la magistrature, essayer d'avoir des informations pour que je puisse être en mesure de vous donner une réponse appropriée à cet égard. D'accord. Aux questions de Blaise Chinani. Il y avait une question sur
La condamnation de Constant Moutamba, il est assigné à résidence. D'accord, ok. Je m'interdis de commenter une décision judiciaire dont le procès était public et que le principe du contradictoire a été effectivement respecté. Et donc, je vous ai dit que je ne suis pas le ministre de magistrat. Le droit a été dit. Il y a de moyens de recours à faire. Et donc, je m'abstiens à ne pas commenter. Merci. Il y avait une question sur la lutte contre les Koulouna. La lutte contre les Koulouna, c'est une question complexe. Il ne suffit pas seulement, ça c'est moi, il ne suffit pas seulement d'arrêter les Koulouna, c'est toute une réponse qui doit être articulée, coordonnée. Et aussi, ce que moi je pourrais proposer d'abord, c'est qu'on va faire une étude sur cette question des Koulouna en profondeur. Qui sont ces Koulouna? Pourquoi ils agissent ainsi? Qui sont derrière? Ainsi de suite. Parce que vous savez aussi qu'il y a beaucoup de complicité autour de ces Koulouna parce qu'ils font partie d'une chaîne de criminalité. Et donc, la réponse doit être une réponse holistique et aussi une réponse... mais on ne peut pas seulement voir les Koulouna alors qu'ici, il y a d'autres acteurs. Donc, on va diligenter une étude approfondie à cet égard et nous ferons les recommandations pour que la réponse soit aussi la réponse appropriée. Je sais qu'il y a déjà une réponse, parce qu'on les amène à KCC, c'est ça, non? Kanyama KCC. Kanyama KCC, c'est déjà une réponse, mais je pense que la réponse doit être plutôt une réponse holistique. Voilà, Monsieur le ministre d'État, on a terminé. Le mot de la fin aux Alana Lingala. Tokozonga na mikolo ezali koya pona kokende na mwa mozindo, mais qu'est-ce que vous pouvez dire en une minute pour résumer cet exercice? Bon, tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je peux. Bon, naloba lingala, c'est pas parce que naloba lingala, mais na seulement koloba que priorité na biso ezali vraiment kosalisa mokolo mboka pour que justice na biso ezala justice à proximité, ezala justice oyo ezali kosala que toza pe ko lutter contre la corruption et nous assurer aussi que makambo to moi qui en ce qui concerne lieu de détention ezala adressé. Je suis désolé, mais je ne peux pas tenir un discours complet au Lingala. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, de vous être prêté à cet exercice de redevabilité. Évidemment que nous aurons l'occasion de revenir. Les chantiers sont énormes. Nous sommes à peu près 1 mois et demi depuis votre arrivée aux responsabilités. Il y a beaucoup de dossiers. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir dans le cadre de cet exercice de redevabilité et pas seulement. Je veux juste rappeler ici qu'au niveau du ministère de la Justice, tout est fait pour que nous puissions tenir pour responsables ceux qui sont responsables de crimes graves et qui continuent de se commettre dans les parties sous occupation. Évidemment, cette ordonnance qui va déclarer de nul et de nul effet tous les actes posés dans ces contextes. Merci à vous, mesdames et messieurs de la presse, et on se retrouvera sûrement demain pour faire un briefing sur la situation à Ouvira. Vous serez prévenus par le canneuse habituel, parce que là aussi, il y avait beaucoup de poison, beaucoup de manipulations. Nous pourrons, avec les ministres qui étaient sur place, vous faire le point de ce qui en est ressorti. Vous avez vu qu'il y a déjà l'accalmie et l'apaisement qui a été restauré dans cette partie de notre territoire. Merci et bonne soirée chez vous.